Il existe une vérité que presque personne n'ose formuler à voix haute. Une vérité qui se cache dans les coins de nos maisons, dans la poussière accumulée sur les étagères, dans le désordre silencieux qui envahit nos espaces de vie, et cette vérité est la suivante. Détester nettoyer sa maison n'est pas de la paresse, ce n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas une faiblesse que l'on devrait honte d'avouer. Non. Selon Carl Jung, l'un des esprits les plus lumineux que la psychologie humaine ait jamais connu, cette résistance profonde, cette aversion viscérale que certains d'entre nous ressentent face au simple fait de saisir un balai ou de passer l'aspirateur, révèle quelque chose de beaucoup plus fondamental, de beaucoup plus intime, de beaucoup plus courageux à affronter que n'importe quelle tâche ménagère. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait transformer la façon dont vous vous regardez dans le miroir et peut-être même la façon dont vous habitez votre propre existence. Il faut imaginer une scène que beaucoup d'entre nous connaissent sans jamais l'avoir vraiment nommée. C'est un dimanche matin, la lumière entre timidement par les fenêtres, le café refroidi dans la tasse, posé sur la table du salon, et autour de vous, la maison attend. Elle attend qu'on la nettoie, qu'on la range, qu'on lui redonne cet aspect coordonné et propre qui, dit-on, devrait apporter de la sérénité. Mais vous ne bougez pas. Vous regardez cet espace avec quelque chose qui ressemble à de la fatigue, peut-être à de l'écœurement, peut-être même à une forme de tristesse que vous ne savez pas encore nommer. Et puis vient cette voix intérieure, cette voix critique et sévère qui murmure des mots blessants. Tu es désorganisé, tu es incapable, regarde dans quel état tu vis, qu'est-ce que les autres penseraient s'ils voyaient ça? Et cette voix, vous la connaissez. Elle est là depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance. Ce que Christophe André a observé au fil de ces décennies de pratique clinique, au fil de ces centaines d'heures passées aux côtés de patients qui souffraient de stress, d'anxiété chronique et d'épuisement profond, c'est que nos résistances les plus quotidiennes sont rarement ce qu'elles semblent être en surface. Ce refus de nettoyer, cette impossibilité à s'organiser, ce chaos domestique qui s'installe malgré nos meilleures intentions, tout cela parle. Tout cela dit quelque chose d'essentiel sur notre monde intérieur, sur nos blessures non digérées, sur nos peurs les plus profondes, et sur la façon dont nous habitons, ou plutôt dont nous habitons pas, notre propre vie. Si vous vous reconnaissez dans ce que vous venez d'entendre, si quelque chose en vous a frémi en écoutant ces mots, nous vous invitons à rester, à ne pas changer de chemin, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas un conseil de plus sur la manière de mieux s'organiser à la maison. Ce n'est pas une liste de techniques de rangement empruntées à quelques méthodes à la mode. Ce que vous allez entendre, c'est une invitation à vous comprendre plus profondément, à vous traiter avec plus de douceur et à découvrir comment la psychologie des profondeurs, telle que Jung l'a développée, peut vous offrir une clé précieuse pour retrouver la paix intérieure. Et si ce souhait vous touche, si vous sentez qu'il peut toucher quelqu'un dans votre entourage, ce serait un geste d'une grande générosité qu'est de partager cette réflexion avec eux. Parfois, les mots justes arrivent au bon moment et ils peuvent changer une vie. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous honnêtement la question suivante. Que se passait-il réellement lorsque la résistance s'installe, lorsque cette incapacité à s'occuper de son espace de vie devient chronique, persistante, lorsqu'elle commence à peser sur les relations, sur le regard que l'on porte sur soi-même, sur la qualité de notre présence aux autres? Parce que voilà ce que l'on ne dit pas assez. Le désordre extérieur et le désordre intérieur se nourrissent mutuellement. Ils s'alimentent l'un l'autre dans un cycle qui, si on ne l'interrompt pas, peut mener vers des territoires beaucoup plus sombres que la simple gêne d'une maison en désordre. Il y a quelque chose de profondément insidieux dans la façon dont le stress chronique et l'anxiété quotidienne colonisent notre espace mental. Quand l'esprit est constamment occupé par les ruminations, par les inquiétudes qui se superposent comme des vagues, par cette sensation permanente que quelque chose ne va pas sans pouvoir précisément nommer quoi, alors l'énergie psychique disponible pour les tâches les plus simples de la vie
quotidienne s'épuise. Et le ménage, cette activité que l'on considère comme banale, comme évidente, comme obligatoire, devient soudainement une montagne infranchissable. Non pas parce que vous êtes paresseux, non pas parce que vous manquez de volonté, mais parce que vous êtes épuisé d'une façon que les mots ne parviennent pas toujours à décrire. Christophe André a souvent rappelé dans ses travaux que l'un des premiers signes d'un état dépressif naissant ou d'un épuisement psychologique profond est précisément cette incapacité à accomplir les gestes ordinaires de l'existence. Ces gestes que l'on effectuait autrefois sans y penser, qui constituaient le rythme naturel de la journée et qui soudainement semblent requérir un effort surhumain. Et si ce signe est présent dans votre vie depuis un certain temps, si cette lourdeur est là depuis des semaines, des mois, voire des années, alors il serait irresponsable de ne pas nommer clairement ce que cela peut signifier. Votre psychisme envoie un signal d'alarme. Il vous parle. La question est de savoir si vous êtes prêt à l'écouter. Parce que voici ce qui se passe quand on n'écoute pas ces signaux. Quand on continue à ignorer le désordre intérieur en espérant qu'il se résoudra de lui-même, quand on se juge sévèrement pour ce que l'on ne parvient pas à faire plutôt que de s'interroger avec douceur sur pourquoi on ne le fait pas, le poids s'accumule. Il s'accumule sur les épaules, dans la poitrine, dans cette zone du plexus solaire, où se logent toutes les angoisses que l'on n'a pas su digérer. Et ce poids, il ne reste pas à l'intérieur de vous. Il déborde. Il se répand dans vos relations les plus proches. Pensez à votre partenaire, à vos enfants, aux personnes que vous aimez profondément et avec lesquelles vous partagez votre quotidien. Ils vous voient chaque jour, ils sont là dans la même maison, autour de la même table, partageant le même espace. Mais est-ce qu'ils vous ont vraiment ? Est-ce que vous êtes vraiment pressant pour eux ? Ou est-ce que vous habitez parmi eux comme un fantôme bienveillant, physiquement présent mais mentalement ailleurs, englouti dans le tourbillon de vos pensées, perdu dans les couloirs labyrinthiques de vos ruminations ? Les enfants, surtout, ressentent cette absence avec une acuité que les adultes sous-estiment. Ils ne peuvent pas la nommer, ils ne savent pas l'expliquer, mais ils l'aperçoivent dans votre regard qui ne les voit pas vraiment, dans votre voix qui répond mécaniquement, dans votre corps qui est là mais dont l'âme semble être ailleurs. Et votre partenaire, lui ou elle, vit avec cette solitude particulière qui est la plus cruelle de toutes, la solitude de ne pas s'être vraiment rejoint par l'autre même lorsqu'il est là. Combien de couples se sont lentement effrités, non pas à cause d'une dispute dramatique, non pas à cause d'une trahison spectaculaire, mais à cause de cette absence progressive, de cette distance silencieuse qui s'est installée au fil des mois, au fil des années, pendant que l'un ou l'autre était consumé par l'anxiété, dévoré par le stress, incapable de sortir de sa tête pour véritablement habiter les moments partagés. Cette pensée devrait nous toucher profondément. Elle devrait nous donner envie d'agir, non pas par peur, mais par amour. Et maintenant, permettez à la pensée de Jung d'entrer pleinement dans cette conversation parce qu'elle éclaire tout ce que l'on vient de décrire d'une lumière particulièrement révélatrice. Jung a développé un concept que l'on nomme l'ombre, et ce concept est peut-être l'une des contributions les plus profondes et les plus universelles que la psychologie ait jamais offertes à l'humanité. L'ombre, dans la terminologie jungienne, n'est pas quelque chose de négatif au sens moral du terme. L'ombre, c'est simplement la partie de nous-mêmes que nous avons appris à ne pas montrer, à repousser dans l'obscurité de notre inconscient parce qu'elle nous semblait inacceptable, dangereuse ou tout simplement incompatible avec l'image que nous voulions donner de nous-mêmes. Chaque être humain possède une ombre. C'est là quelque chose d'universel, d'inévitable, d'inhérent à la condition humaine. Dès l'enfance, nous apprenons quelles parties de nous-mêmes sont acceptées, valorisées, applaudis et quelles parties doivent être cachées, réprimées, étouffées. L'enfant qui exprime trop de colère apprend à la contenir. L'enfant dont les émotions débordent apprend à les maîtriser. L'enfant qui n'est pas assez ordonné, pas assez propre, pas assez conformé aux attentes de l'entourage,
apprendre à se juger sévèrement pour ces aspects de lui-même. Et tout ce qui est repoussé ne disparaît pas. Il descend simplement dans les profondeurs. Il attend. Et maintenant, voici où la connexion avec le ménage, avec cette résistance que nous examinons, devient fascinante et profondément éclairante. Jung a écrit que c'est à quoi nous résistons persiste, et que tout ce que nous refusons de voir en nous-mêmes finit par s'exprimer d'une façon ou d'une autre, parfois dans nos comportements les plus anodins, parfois dans nos résistances les plus mystérieuses. Quand nous regardons notre maison en désordre et que nous ressentons cette paralysie, cette incapacité à commencer le ménage, il nous invite à nous poser une question radicalement différente de celle que nous posons habituellement. Plutôt que de demander « Pourquoi suis-je si désorganisé ?», il nous invite à demander « Qu'est-ce que ce désordre représente pour moi ? Qu'est-ce que je refuse de voir ou d'affronter ? Quelle partie de mon ombre se manifeste ici ?» Prenons un moment pour laisser cette question résonner. Parce qu'elle mérite d'être entendue avec toute sa profondeur et toute sa gravité. Il arrive souvent que la résistance au ménage soit intimement liée à une résistance à regarder en face certaines réalités de notre vie. Nettoyer sa maison, c'est aussi, d'une certaine façon, faire le ménage dans sa tête, mettre de l'ordre dans ses émotions, affronter ce que l'on a laissé s'accumuler. Et si ce que l'on a laissé s'accumuler est trop douloureux, trop lourd, trop effrayant à affronter, alors la résistance au ménage physique devient une métaphore parfaite, presque poétique dans son exactitude, de la résistance au ménage intérieur. L'espace extérieur reflète l'espace intérieur. La maison est un miroir de l'âme. C'est une vérité que les thérapeutes observent régulièrement dans leurs pratiques cliniques. Cela nous amène à une dimension encore plus délicate, encore plus intime. Pour certains d'entre nous, la résistance au ménage est directement liée à des croyances profondes sur notre propre valeur. Peut-être qu'inconsciemment, remettre à demain le nettoyage est une façon de nous punir, de confirmer une conviction secrète selon laquelle nous ne méritons pas un espace propre et ordonné, que nous ne valons pas la peine d'être chouchoutés, même par nous-mêmes. Cette croyance est souvent héritée, transmise par l'histoire familiale, par les messages reçus pendant l'enfance sur ce que nous valons, sur ce que nous méritons. Pour d'autres, la résistance est liée à quelque chose que Jung aurait reconnu immédiatement. Un épuisement de la fonction du moi, une déplétion de l'énergie psychique consciente au profit de dynamiques inconscientes qui monopolisent toutes les ressources disponibles. En termes plus simples, l'énergie que vous dépensez à vous battre contre vous-même, à réprimer vos émotions, à maintenir une façade de contrôle dans votre vie professionnelle ou sociale. Cette énergie est prélevée quelque part, et ce quelque part, c'est souvent votre vie privée, votre espace. Domestique, c'est territoire où vous pouvez enfin laisser tomber le masque. Et ici, permettons-nous de vous partager une histoire qui illustre tout cela avec une précision qui touche au cœur. C'est l'histoire de Marie, une femme de 44 ans, cadre dans une entreprise internationale, mère de 2 adolescents, partenaire d'un homme qu'elle aimait mais avec qui elle se sentait de plus en plus étrangère. Marie avait tout ce que le monde extérieur considère comme le signe d'une vie réussie. Un appartement lumineux dans une belle ville, un poste avec des responsabilités, une apparence soignée, une intelligence vive. Mais quelque chose n'allait pas, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Quand elle est arrivée en consultation, ce n'était pas pour parler du ménage. Elle était venue parce qu'elle se sentait épuisée d'une façon qui dépassait la fatigue ordinaire, parce qu'elle avait des difficultés à dormir, parce qu'elle se surprenait à pleurer sans raison apparente dans sa voiture après le travail. Et puis, au fil des séances, quelque chose d'étrange a émergé. Elle a commencé à parler de son appartement, de la façon dont il avait changé au fil des mois, des piles de courriers qu'elle n'ouvrait plus, des pièces qu'elle évitait, du ménage qu'elle reportait indéfiniment en se disant qu'elle le ferait ce week-end, puis le week-end suivant, puis encore le suivant. Au fur et à mesure que l'on explorait ce souhait avec elle, une compréhension s'est lentement déposée, comme la neige qui tombe en silence et qui recouvre tout d'un blanc doux et révélateur.
Marie avait passé toute sa vie adulte à contrôler, à performer, à être à la hauteur d'attente qu'elle avait intériorisée si profondément qu'elle ne savait même plus si elle venait d'elle ou des autres. Et ce désordre domestique, cette résistance au ménage, n'était pas de la paresse. C'était le seul espace dans sa vie où quelque chose en elle avait le droit d'être imparfait. C'était son ombre qui demandait de la place, qui réclamait d'exister, qui refusait de continuer à être comprimée dans l'obscurité. Et quand elle a compris cela, quelque chose de fondamental a changé. Non pas qu'elle soit soudainement devenue une personne passionnée de ménage, mais elle a cessé de se battre contre elle-même pour cette résistance. Elle a commencé à l'écouter. Elle a commencé à se demander ce que cette partie d'elle-même essayait de lui dire. Et dans cet espace d'écoute douce, une guérison plus profonde a pu commencer. Que se passait-il dans votre cerveau lorsque vous vous trouvez dans cet état d'épuisement et de résistance chronique? La neuroscience moderne a quelque chose de précieux à nous offrir ici, quelque chose qui complète magnifiquement l'intuition profonde de Jung. Quand le système nerveux est en état d'alerte permanente, quand le cortisol, cette hormone du stress, circule en quantités excessives dans votre organisme depuis trop longtemps, le cortex préfrontal, cette région du cerveau responsable de la planification, de la prise de décision et de la motivation, voit son fonctionnement altéré. Les neuroscientifiques parlent d'une diminution de l'activation de ces circuits neuronaux qui nous permettent de nous organiser, d'initier des tâches, de passer à l'action. En d'autres termes, ce n'est pas un manque de volonté. C'est une réponse neurobiologique à un état de stress prolongé. Votre cerveau, littéralement, ne peut pas activer les circuits qui vous permettraient de saisir ce balai et de commencer à nettoyer. Il est occupé à gérer une urgence perçue, même si cette urgence n'est pas visible à l'œil nu. Il est en mode survie. Et en mode survie, le ménage est le dernier de ses soucis. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines périodes de votre vie, les périodes de grande sérénité, de vraies vacances, de connexion profonde avec vous-même, sont justement celles où vous avez soudainement envie de ranger, de nettoyer, de créer de l'ordre autour de vous? Ce n'est pas un hasard. Quand le système nerveux se détend, quand le cortisol redescend à des niveaux normaux, le cortex préfrontal retrouve ses capacités. Et naturellement, sans effort de volonté particulier, vous redevenez capable de prendre soin de votre espace. Cela dit quelque chose de très important. Le problème n'est pas vous. Le problème est l'état dans lequel votre système nerveux se trouve. Et c'est ici que nous arrivons à ce qui est peut-être la partie la plus précieuse de cette réflexion, la partie pour laquelle vous êtes resté, la partie qui peut réellement changer quelque chose dans votre quotidien. Parce que comprendre pourquoi nous résistons ne suffit pas. Comprendre est une première étape merveilleuse, fondamentale, nécessaire. Mais ensuite, il faut des outils concrets, doux, praticables dans la vie réelle, pas dans un idéal imaginaire où vous auriez soudainement 2 heures libres et toute l'énergie du monde. La première chose que Christophe André recommanderait, et qu'il a recommandé à de nombreux patients au fil des années, c'est ce qu'il appelle l'exercice de l'accueil bienveillant. Avant même de penser à nettoyer quoi que ce soit, avant même de penser à agir, il s'agit de s'asseoir, de fermer les yeux, de poser les 2 mains sur les genoux, paumes ouvertes vers le ciel, et de simplement respirer. 3 respirations lentes. Une inspiration profonde par le nez, une expiration lente par la bouche. Et pendant ces 3 respirations, plutôt que d'essayer de chasser les pensées sur ce qu'il faudrait faire, on les accueille. On dit intérieurement, oui, je sais que la maison n'est pas rangée. Je sais que je devrais m'en occuper. Et pour l'instant, je m'autorise à être ici. Simplement ici, sans m'y forcer. Cela peut sembler paradoxal, peut-être même irresponsable. Comment accueillir le désordre peut-il aider à le réduire? Mais c'est précisément là que réside la sagesse profonde de la pleine conscience telle que Christophe André la pratique et la transmet. La résistance s'est nourrie du combat. Plus on se bat contre elle, plus elle se renforce. C'est la loi du paradoxe psychologique que Jung avait intuitivement compris bien avant les neurosciences. Ce à quoi on résiste persiste, ce qu'on accepte se transforme.
Quand vous cessez de vous battre contre votre résistance au ménage, quand vous cessez de vous rouger pour elle, quelque chose se détend dans votre système nerveux. La vigilance diminue légèrement et dans cet espace de moindre résistance, une motivation naturelle peut émerger. Pas une motivation forcée, pas une motivation née de la culpabilité ou de la honte, mais une motivation authentique, douce, qui ressemble à une envie plutôt qu'à une obligation. La deuxième pratique est ce que les thérapeutes cognitivistes appellent la restructuration de la pensée automatique. Parce que face au désordre de la maison, notre cerveau produit automatiquement des pensées qui sont rarement neutres et rarement justes. Des pensées comme « je suis nul, je n'y arriverai jamais, ma maison est un désastre ». Qu'est-ce que les autres penseraient? Ces pensées sont automatiques, elles arrivent sans qu'on les invite. Et elles ont un effet direct sur notre état émotionnel et sur notre capacité à agir. La restructuration cognitive ne consiste pas à remplacer ces pensées négatives par des pensées artificiellement positives. Ce serait du déni et le cerveau sait reconnaître le déni. Non, il s'agit de quelque chose de plus subtil, de plus honnête. Il s'agit d'interroger ces pensées avec la même rigueur et la même douceur qu'un bon ami bienveillant. Quand vous pensez « je suis nul parce que ma maison est en désordre », la restructuration cognitive vous invite à demander « est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que la propreté de ma maison définit ma valeur en tant qu'être humain ? Est-ce que je connais des personnes merveilleuses dont les maisons sont parfois en désordre ? Et si c'était simplement un signe que je suis en période difficile et que les périodes difficiles passent ?» Ce travail sur les pensées automatiques est puissant précisément parce qu'il ne demande pas beaucoup de temps. Il peut se faire en quelques secondes, dans le couloir, dans la cuisine, assis sur le canapé. Il suffit d'attraper la pensée négative au vol, de la regarder en face et de lui poser doucement la question. Est-ce que tu es vraiment la vérité ou est-ce que tu es une interprétation que mon cerveau stressé a construite? La troisième pratique est ce que l'on pourrait appeler la règle des 2 minutes que Christophe André a souvent adaptée à ses patients en épuisement chronique. L'idée est simple dans sa formulation, mais révolutionnaire dans ses effets. Chaque jour, pas plus de 2 minutes de ménage conscient. 2 minutes seulement, mais 2 minutes vraiment habitées, vraiment présentes. Pas 2 minutes pendant lesquelles vous êtes en pilote automatique en pensant à votre liste de tâches professionnelles ou à la conversation que vous avez eue hier soir. Non. 2 minutes pendant lesquelles vous êtes entièrement présent à ce que vous faites. Vous sentez la texture du chiffon dans votre main. Vous remarquez l'odeur du produit nettoyant. Vous observez la surface qui devient propre sous vos gestes. Vous respirez calmement. Pourquoi si peu de temps? Parce que l'enjeu n'est pas de nettoyer la maison en 2 minutes. L'enjeu est de reconstruire une relation différente avec l'acte de nettoyer, de le dépouiller de la charge émotionnelle qu'il a accumulée, de lui redonner sa neutralité, voire sa dimension presque méditative. Et au fil des jours, quelque chose d'étrange et de merveilleux se produit. 2 minutes deviennent parfois 5 minutes, puis 10 minutes, non pas par obligation, mais par désir. Parce que le cerveau a retrouvé une expérience positive associée à cet acte. Voici maintenant quelque chose que peu de gens savent et qui mérite d'être entendu avec attention. Des recherches récentes en neurosciences du comportement ont montré que les environnements désordonnés ont un impact mesurable sur les niveaux de cortisol, l'hormone du stress dans l'organisme. Des études menées notamment par des chercheurs de l'Université de Californie ont démontré que les personnes vivant dans des espaces encombrés présentent des niveaux de cortisol significativement plus élevés en fin de journée que les personnes vivant dans des espaces ordonnés. Et des niveaux élevés de cortisol en soirée perturbent directement la qualité du sommeil, ce qui augmente la fatigue le lendemain, ce qui réduit encore davantage la capacité à s'occuper de son espace, ce qui maintient le désordre, ce qui maintient le cortisol élevé. C'est un cercle vicieux d'une efficacité redoutable. Et connaître ce mécanisme est déjà une façon de commencer à le déjouer. Mais revenons à Jung, parce que sa pensée a encore beaucoup à nous offrir dans cette conversation. Au-delà du concept de l'ombre,
Jung a développé l'idée des complexes psychiques, ces nœuds d'énergie émotionnelle qui se formaient autour d'expériences non digérées et qui influencent notre comportement d'une façon souvent invisible à notre conscience. Il est tout à fait possible qu'autour du ménage, autour du rangement, autour de la propreté de l'espace domestique, un complexe psychique se soit formé au fil de votre histoire personnelle. Peut-être lié à des souvenirs d'enfance, à des messages reçus de vos parents, à des expériences de honte ou de rougement autour de cet aspect de la vie quotidienne. Il y a des personnes qui ont grandi dans des foyers où la propreté était utilisée comme outil de contrôle, où le désordre était puni sévèrement, où l'ordre excessif était l'expression d'une rigidité familiale qui ne laissait pas de place à la spontanéité ou à l'imperfection de l'existence. Pour ces personnes, refuser de nettoyer peut être inconsciemment une forme de rébellion tardive contre cette rigidité. Une façon de dire « je refuse de vivre dans cet état de contrôle permanent, même si le moyen que j'ai choisi pour l'exprimer me fait du mal ». Reconnaître ce complexe, le nommer, l'examiner avec bienveillance, est le début de sa dissolution. Il y a aussi des personnes qui ont grandi dans des foyers de négligence où le désordre était la norme, où personne ne prenait soin de l'espace commun et pour qui l'incapacité à entretenir leur propre espace d'adulte réactive inconsciemment cette ancienne blessure d'abandon, ce sentiment d'être quelqu'un dont personne ne prend soin. Là encore, comprendre cette dynamique change tout, non pas magiquement, non pas instantanément, mais progressivement, doucement, dans la direction d'une guérison réelle. Et maintenant, posons-nous ensemble une question que Jung aurait posée avec la même gravité tranquille qui caractérisait sa façon d'interroger l'existence. Qu'est-ce que votre relation avec votre espace de vie dit de votre relation avec vous-même? Parce que la maison, dans la symbolique jungienne, est bien souvent une représentation de la psyché. Les pièces différentes représentent différentes parties de soi. Le sous-sol représente l'inconscient. Le grenier représente les aspirations, les rêves, ce que l'on a remisé parce qu'on n'y croit plus. Le salon, cet espace de représentation, dit quelque chose de la façon dont on veut être vu. La chambre, cet espace intime, parle de ce que l'on garde pour soi, de sa vie intérieure la plus profonde. Quand vous regardez votre maison avec cet œil symbolique, quand vous vous demandez quelle pièce vous évitez, quels coins vous ne regardez jamais, quels espaces ont été laissés à l'abandon depuis longtemps. Vous pouvez recevoir des informations précieuses sur les parties de vous-même que vous avez également mises de côté, oubliées, évitées. C'est un exercice que Christophe André recommanderait de faire avec la douceur d'un explorateur bienveillant, sans jugement, avec une curiosité affectueuse pour sa propre complexité. La quatrième pratique concrète que nous souhaitons vous partager est celle de l'ancrage sensoriel, directement inspirée des approches de pleine conscience développées et enseignées par Christophe André. L'ancrage sensoriel est une technique simple, accessible, qui peut être pratiquée n'importe où et n'importe quand, y compris au moment où vous commencez une tâche ménagère. Il s'agit de ramener délibérément l'attention à l'un de vos 5 sens pour interrompre le flux des pensées automatiques et vous reconnecter au moment présent. Par exemple, avant de commencer à faire la vaisselle, prenez un instant. Posez les mains sous l'eau du robinet et sentez vraiment sa température. Est-elle chaude, tiède? Vous sentez l'eau qui coule entre vos doigts? Vous entendez le bruit qu'elle fait? Ce simple geste, ce simple acte d'attention dirigée vers une sensation physique concrète active ce que les neuroscientifiques appellent le réseau de science, qui interrompt temporairement le réseau du mode par défaut, ce réseau cérébral qui est responsable de nos ruminations et de nos voyages, mentaux involontaires dans le passé ou l'avenir. En pratiquant l'ancrage sensoriel régulièrement pendant les tâches ménagères, vous transformez ces moments qui étaient vécus comme des corvées en moments de pleine présence. Et la pleine présence, même quelques minutes par jour, a des effets mesurables sur la réduction du stress, sur la qualité du sommeil, sur l'humeur générale
et sur la qualité des relations avec les personnes que vous aimez. Parce que lorsque vous êtes présent à ce que vous faites, vous devenez progressivement plus capable d'être présent à ceux qui sont autour de vous. Et c'est peut-être là le bénéfice le plus profond, le plus précieux de tout ce que nous explorons ensemble. Pas une maison plus propre, même si cela est agréable. Pas une vie mieux organisée, même si cela est utile. Mais une présence plus réelle, plus habitée, plus chaleureuse à votre propre vie et aux vies de ceux que vous aimez. Pensez à vos enfants si vous en avez. Pensez à la façon dont ils regardent leurs parents. Ils ne se souviendront pas si le plancher était bien astiqué ou si la cuisine brillait. Mais ils se souviendront de si vous étiez vraiment là. Ils se souviendront du regard que vous posiez sur eux quand ils vous parlaient. Ils se souviendront de vos rires et de votre présence dans les moments ordinaires, de cette qualité d'attention que seul un adulte vraiment ancré dans le moment présent peut offrir. Et cette présence, ce n'est pas un luxe. C'est ce qui leur permettra de grandir avec un sentiment profond de sécurité intérieure, avec la conviction qu'ils méritent d'être vus, d'être entendus, d'être aimés. Pensez à votre partenaire, si vous en avez une ou une. Pensez à la dernière fois où vous avez été vraiment là, vraiment présent dans une conversation avec lui ou avec elle. Pas en regardant votre téléphone du coin de l'œil. Pas en répondant mécaniquement pendant que votre esprit était ailleurs. Vraiment là, avec toute votre attention, tout votre cœur, toute votre curiosité pour ce qu'il ou elle vit. Ces moments de connexion authentique sont le tissu dont sont faites les relations durables, heureuses, nourrissantes. Et ils sont directement liés à votre capacité à sortir du pilote automatique, à revenir dans votre corps, à habiter le moment présent. Voici maintenant un élément que Jung aurait trouvé particulièrement significatif et que les recherches en psychologie positive ont confirmé de façon empirique. L'acte de nettoyer ou de ranger, lorsqu'il est effectué en pleine conscience et non plus comme une obligation stressante, peut devenir une véritable pratique de ritualisation de l'espace. De nombreuses traditions spirituelles à travers le monde ont compris ce que la psychologie moderne redécouvre, que prendre soin de son espace physique est une façon de prendre soin de son espace intérieur, que les gestes du quotidien, lorsqu'on les habite avec attention, peuvent avoir une dimension presque sacrée. Dans le bouddhisme zen, par exemple, le nettoyage des espaces fait partie intégrante de la pratique spirituelle. Les moines ne nettoyaient pas le monastère malgré leur pratique, ils nettoyaient le monastère comme pratique. Chaque geste est méditation, chaque mouvement est présence. Et dans cette façon d'être dans le geste, quelque chose de profond se transforme, non pas dans la maison, mais dans celui ou celle qui nettoie. Jung, qui avait étudié avec une curiosité infatigable les traditions spirituelles des 4 coins du monde, aurait reconnu dans cette pratique une expression de ce qu'il appelait le processus d'individuation, ce cheminement vers l'intégration de toutes les parties de soi, y compris les plus ordinaires, les plus quotidiennes, les moins spectaculaires. Parce que l'individuation ne se fait pas uniquement dans les grains de révélation, dans les rêves archétypaux ou dans les crises existentielles majeures. Elle se fait aussi dans la façon dont on habite le lundi matin, dans la façon dont on effectue les gestes les plus simples de l'existence. Permettons-nous maintenant de vous offrir une 5e pratique, peut-être la plus simple de toutes et pourtant souvent la plus transformatrice. C'est ce que Christophe André appelle la pratique de la gratitude ancrée dans le concret. Après avoir accompli une petite tâche ménagère, aussi modeste soit-elle, prenez un instant pour vous arrêter, regarder ce que vous venez de faire et vous dire intérieurement, avec une sincérité authentique, « J'ai fait ça, j'ai pris soin de cet espace, j'ai pris soin de moi ». Cela peut sembler presque enfantin dans sa simplicité, mais les effets neurobiologiques sont réels et mesurables. Le fait de reconnaître consciemment un effort accompli, même minime, active le circuit de récompense du cerveau, libère une petite dose de dopamine, crée une association positive entre l'acte et la satisfaction. Et au fil du temps, cette association se renforce. Le cerveau apprend progressivement que nettoyer
n'est pas une source de souffrance, mais une source de satisfaction. Et il commence naturellement à moins résister. Il est important de dire ici quelque chose d'essentiel, quelque chose que Christophe André a souvent insisté à dire dans ses livres et ses conférences. La bienveillance envers soi-même n'est pas de l'indulgence. Ce n'est pas une façon de se donner la permission de ne rien faire sous prétexte de prendre soin de soi. La vraie bienveillance envers soi-même est paradoxalement ce qui permet d'agir plus, d'accomplir davantage, de prendre soin de soi et des autres avec plus d'énergie et de joie. Parce que la sévérité que l'on s'impose, cette critique intérieure constante qui dit tu aurais dû, tu aurais pu, tu n'es pas assez, n'est pas une source de motivation. Elle est une source d'épuisement. Elle vide les réservoirs au lieu de les remplir. La compassion envers soi-même, en revanche, préserve les ressources. Elle maintient une relation apaisée avec ses propres limites et ses propres imperfections. Et dans cette relation apaisée, une énergie se libère qui peut être dirigée vers l'action, vers le changement, vers la vie. Parlons maintenant de quelque chose qui s'est caché parfois derrière la résistance au ménage et que ni Jung ni Christophe André n'auraient hésité à nommer: le perfectionnisme paralysant. Pour certains d'entre nous, le ménage ne peut pas être commencé parce qu'inconsciemment, on sait qu'on ne pourra pas le faire parfaitement. Et si on ne peut pas le faire parfaitement, mieux vaut ne pas le commencer du tout. Cette logique, qui semble absurde formulée ainsi, est en réalité d'une cohérence interne redoutable. Si ma valeur est conditionnelle à ma perfection, si je n'existe vraiment que lorsque je suis excellent, alors une maison à moitié propre est pire qu'une maison complètement sale, parce qu'une maison à moitié propre révèle mes limites, mon insuffisance, mon imperfection. Reconnaître le perfectionnisme comme dynamique sous-jacente est une étape libératrice, parce que le perfectionnisme n'est pas un trait de caractère immuable. C'est une stratégie apprise, une réponse adaptative à un environnement qui conditionnait autrefois amour, approbation ou sécurité à la performance. Et ce qui a été appris peut être désappris, ou du moins peut être examiné avec assez de distance pour ne plus nous gouverner aussi tyranniquement. La phrase que Christophe André aimait citer dans ce contexte, une phrase dont la simplicité cache une sagesse immense, est celle-ci: mieux vaut fait que parfait. Non pas comme une capitulation envers la médiocrité, mais comme une reconnaissance que la vie sévit dans l'imparfait, dans le suffisamment bon, dans le geste accompli avec amour même, s'il n'est pas irréprochable. Une maison propre à 60% est infiniment plus bénéfique pour votre cerveau, pour votre humeur, pour vos relations, qu'une maison théoriquement parfaite qui n'existe que dans votre imagination pendant que vous restez paralysé sur votre canapé. Et puis il y a quelque chose que Jung aurait nommé avec précision: la fonction transcendante. C'est cette capacité qu'a la psyché humaine, quand on lui donne les conditions appropriées, à trouver une troisième voie entre deux opposés qui semblent inconciliables. Entre le désordre total et l'ordre parfait, entre la paralysie et la frénésie, entre la résistance et la contrainte, il existe une voie médiane, une voie juste, une voie qui est la vôtre, propre à votre nature, à votre rythme, à votre prisme, à votre façon d'être dans le monde. Et cette voie ne se trouve pas en vous forçant dans un moule extérieur, mais en vous écoutant avec suffisamment de patience et de douceur pour entendre ce dont vous avez vraiment besoin. Peut-être que vous avez besoin de musique pour vous mettre en mouvement. Peut-être que vous avez besoin de commencer par la pièce qui vous pèse le moins. Peut-être que vous avez besoin de faire le ménage avec quelqu'un parce que la solitude de la tâche vous est insupportable. Peut-être que vous avez besoin de vous donner une permission explicite de ne nettoyer qu'une chose par jour et de célébrer cette chose comme si c'était une victoire, parce que dans l'état où vous vous trouvez, c'en est une. Ces adaptations ne sont pas des compromis. Ce sont des manifestations d'intelligence émotionnelle et de connaissance de soi. Christophe André a souvent rappelé que la pleine conscience n'est pas une technique pour devenir une meilleure machine à accomplir des tâches. C'est une invitation à habiter sa vie plus complètement, avec toutes ses imperfections, avec toutes ses zones d'ombre, avec toute la richesse de sa complexité. Et dans cette invitation, quelque chose de fondamental se déplace. On cesse de chercher à contrôler sa vie pour commencer à la vivre.
Voici maintenant quelque chose d'important pour ceux d'entre vous qui vivent en couple, qui partagent leur espace avec un ou des partenaires dont le rapport au ménage est différent du vôtre. Les conflits autour du ménage dans une relation de couple sont parmi les conflits les plus fréquents et les moins bien compris que les thérapeutes de couple observent dans leur pratique. Souvent, ce qui se joue en surface, le fait que l'un fasse plus que l'autre, le fait que les standards de propreté soient différents, n'est que l'expression superficielle de dynamiques beaucoup plus profondes, des dynamiques de pouvoir et d'impuissance, des dynamiques de reconnaissance et d'invisibilité, des dynamiques de carrière et de négligence qui renvoient chacune à ses propres blessures précoces. Quand une personne dans un couple résiste au ménage et que cette résistance génère du conflit, il est souvent utile de se demander, avec la bienveillance d'un thérapeute jungien, qu'est-ce que cette résistance communique? Quel besoin non exprimé se cachait derrière? Est-ce un besoin de reconnaissance pour ce qui est déjà fait? Est-ce un besoin d'espace, de liberté, de ne pas être constamment inséré dans un agenda de tâches? Est-ce l'expression d'un épuisement que l'on n'a pas trouvé d'autre façon de nommer? Poser ces questions dans l'espace d'une conversation calme et bienveillante entre partenaires peut ouvrir des portes que des années de reproches n'ont jamais pu entr'ouvrir. Et cela nous ramène à ce qui est au cœur de tout ce que nous avons exploré ensemble, la qualité de la présence. Votre présence à vous-même d'abord, votre capacité à vous écouter, à entendre les signaux que votre corps et votre psyché vous envoient, à traiter vos résistances comme des messages plutôt que comme des défauts, et ensuite votre présence aux autres. Parce que tout ce que vous faites pour vous reconnecter à vous-même, pour réduire le bruit mental, pour habiter le moment présent, tout cela se répercute directement sur la qualité de votre présence à ceux que vous aimez. La maison, finalement, ce n'est pas les murs, ce n'est pas le carrelage, ce n'est pas l'ordre parfait des étagères. La maison, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ces murs entre les personnes qui l'habitent. Et cette maison-là, la maison relationnelle, la maison émotionnelle, mérite toute votre attention, toute votre intention, tout votre amour. Revenons une dernière fois à Jung, parce qu'il nous a laissé une pensée d'une profondeur extraordinaire qui peut servir de boussole dans tout ce cheminement. Il a dit « Et ces mots méritent d'être entendus lentement. Ce que tu n'amènes pas à la conscience, tu le vivras comme destin. » Cette phrase contient tout. Tout ce que nous n'avons pas examiné, tout ce que nous avons laissé dans l'ombre de notre inconscient, continue d'agir dans notre vie à travers nos comportements, nos résistances, nos répétitions, nos difficultés relationnelles. Nous ne sommes pas condamnés à répéter indéfiniment les mêmes schémas. Mais pour s'en libérer, il faut regarder. Il faut avoir le courage de regarder ce qui est dans l'ombre, de l'accueillir avec bienveillance et de lui offrir une place dans la lumière. La résistance au ménage, si elle est là depuis longtemps, si elle pèse sur votre quotidien et sur vos relations, mérite d'être regardée avec ce même courage doux. Pas pour se rouger, pas pour s'analyser à l'infini sans jamais agir, mais pour comprendre et dans la compréhension, trouver la liberté de faire autrement. Et si vous sentez que ce que vous avez entendu aujourd'hui a touché quelque chose en vous, quelque chose d'important, si vous sentez que ce cheminement mérite d'être poursuivi, alors sachez que vous n'avez pas à le faire seul. La thérapie, qu'elle soit cognitiviste, psychodynamique ou orientée vers la pleine conscience, est un espace précieux pour explorer ces dynamiques avec l'aide d'un professionnel. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'acte d'une personne qui a décidé de prendre sa vie au sérieux, de prendre sa santé mentale au sérieux, de se traiter avec le même soin et la même considération qu'elle accorderait à quelqu'un qu'elle aimait profondément. Christophe André, dans ses livres et ses interventions publiques, a toujours insisté sur ce point avec une conviction tranquille. Prendre soin de sa santé mentale n'est pas égoïste. C'est l'acte le plus généreux que vous puissiez faire pour les personnes qui vous entourent. Un parent apaisé offre à ses enfants quelque chose d'inestimable. Un partenaire présent nourrit la relation d'une façon que rien d'autre ne peut remplacer. Un être humain qui a appris à habiter sa propre vie
Avec un peu plus de conscience et de bienveillance rayonne quelque chose qui touche tous ceux qu'il rencontre. Alors, pour conclure cette conversation, que nous espérons avoir rendue aussi intime et aussi vraie que possible, permettons-nous de vous laisser avec quelques gestes concrets que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Non pas parce qu'il le faut, non pas parce que vous y êtes obligé, mais parce que vous le méritez. Ce soir, avant d'aller vous coucher, prenez 2 minutes, juste 2 minutes. Regardez un seul endroit de votre maison, un seul qui vous pèse depuis quelque temps. Pas pour le nettoyer entièrement, juste pour poser les yeux dessus avec une intention différente. Et demandez-vous doucement, sans jugement, qu'est-ce que cet endroit me dit? Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Quelle partie de moi-même est là, dans ce désordre qui attend d'être vu? Et si une réponse vient, accueillez-la. Pas pour l'analyser immédiatement, pas pour en faire quelque chose tout de suite, juste pour la laisser exister. Parce que parfois, être vu suffit. Parfois, être reconnu dans sa complexité est le premier pas vers la transformation. Demain matin ou l'après-midi, ou quand vous aurez un moment, essayez l'ancrage sensoriel. Faites couler l'eau sur vos mains et soyez vraiment là pendant 30 secondes. Sentez l'eau, entendez le silence autour de vous, respirez. Et ensuite, si l'envie vient, faites un geste de soin pour votre espace, un seul geste. Et après l'avoir fait, dites-vous intérieurement, avec une vraie chaleur, j'ai fait ça. J'ai pris soin de moi et de mon espace. C'est suffisant. Et si la pensée automatique revient, si la voix critique dit que ce n'est pas assez, que vous auriez dû faire plus, que les autres font mieux, interceptez cette pensée. Regardez-la en face et demandez-lui, avec la douceur d'un ami bienveillant, est-ce vraiment vrai? Ou est-ce simplement l'écho d'une vieille blessure qui n'a pas encore trouvé comment guérir? La guérison est possible. Elle ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine, elle n'est pas spectaculaire, elle ne se fait pas en une nuit, elle ne suit pas un plan linéaire parfait. Mais elle se fait doucement, obstinément, un geste à la fois, une respiration à la fois, un moment de présence à la fois. Et chaque pas dans cette direction, aussi petit soit-il, compte infiniment. Jung a consacré sa vie à comprendre les profondeurs de l'âme humaine et ce qu'il a trouvé, au bout de toutes ces explorations, c'est que l'être humain possède en lui-même une capacité de guérison, de renouvellement, de transformation qui dépasse ce que la conscience peut imaginer. Votre psyché veut guérir, elle cherche l'équilibre, elle pousse vers la lumière, même quand tout semble sombre, et tout ce qu'elle vous demande, c'est d'être écouté, d'être regardé avec bienveillance, d'être accueilli dans sa complexité magnifique et déroutante. Christophe André a souvent dit que la méditation et la pleine conscience ne sont pas des remèdes contre la vie. Elles sont des façons de se réconcilier avec elle, de l'accueillir telle qu'elle est, avec ses zones de lumière et ses zones d'ombre, avec ses jours ordonnés et ses jours chaotiques, avec ses maisons parfois propresses et parfois un désordre. Et dans cette réconciliation, quelque chose de profond se repose. Un combat cesse, une énergie se libère. Et la vie simplement devient un peu plus habitable. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté, d'avoir accordé à ces mots le temps et l'espace de résonner en vous. Si quelque chose dans cette conversation vous a touché, si une pensée a émergé que vous souhaitez explorer davantage, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Votre expérience, vos réflexions, vos questions méritent d'être entendues. Et peut-être qu'en les formulant, vous aiderez quelqu'un d'autre qui lit ces mêmes mots en ce moment et qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans ce qu'il traverse. Parce que nous ne sommes jamais seuls dans ce que nous traversons. Et cette certitude, à elle seule, est déjà une forme de guérison. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre espace intérieur. Et sachez que chaque moment de présence authentique que vous vous accordez, chaque instant où vous choisissez de vous écouter plutôt que de vous juger, est un acte d'amour envers vous-même et envers tous ceux qui vous entourent. Ces actes-là, même les plus silencieux, même les plus invisibles, changent le monde. Ils changent votre monde. Et à travers vous, ils touchent tous les mondes que vous habitez.